dans le contexte des métropoles, une des choses qui pose problème, c'est que les acteurs, et ça, je commence à m'approcher un peu plus de choses qui sont dans l'action, les acteurs sont extrêmement difficiles à saisir. On le sait pour les acteurs économiques. Après tout, une des caractéristiques des métropoles, c'est que les acteurs économiques changent sans arrêt. Ils se font, ils se défont, soit par des processus qui sont liés aux capitaux des entreprises, fusion, acquisition et prise de participation et ceci et cela, soit parce qu'on déplace très souvent les pôles d'activité des entreprises, enfin toutes sortes de raisons, mais qui font que, soit aussi parce qu'il y a de la création d'entreprises, beaucoup de création d'entreprises et de l'émergence d'acteurs économiques. Le fait est que les acteurs économiques sont extrêmement mobiles, que ce soit les acteurs, je veux dire les entreprises, que ce soit les acteurs, les individus, y compris les cadres, ou en tout cas un certain nombre de professionnels des entreprises. On sait bien que dans tout un segment des entreprises françaises, par exemple, la mobilité est de règle. On fait sa carrière en passant d'un endroit à un autre. Et tout cela fait que dans l'économie, on a un mouvement permanent. De la même manière, on a, plus dans le contexte métropolitain que dans d'autres, on a l'émergence de cette catégorie fascinante qui sont les tiers acteurs, ce que j'appelle moi les tiers acteurs, parce que je ne sais pas comment les appeler autrement. Imaginez le gars qui s'est un jour fait construire une maison en terre et qui a tout regardé, toute la documentation possible et imaginable, est devenu un hyper spécialiste et deviendra une espèce d'expert que d'autres vont consulter, et qui va entrer dans le jeu de l'action à partir de ce parcours-là. J'ai fait un truc qui m'intéressait, je suis devenu un expert, je deviens un expert pour les autres, etc. Or, ce genre de parcours qui amène dans le champ de l'action, c'est de moins en moins rare. Ça devient fréquent. Et on a là des acteurs qui émergent, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais on a là des acteurs qui émergent autour d'une acquisition de compétences autodidactiques, autour d'une émergence, pas forcément à travers des associations très structurées, mais aussi dans des mouvements divers qui réunissent des gens. Et on a beaucoup d'acteurs de ce type. On pourrait en reparler. On a beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs non institutionnels, non classiquement société civile, etc., et qui, en particulier dans le domaine métropolitain, occupent de la place. De même, on a dans tous les secteurs de la société civile, c'est des choses qui ont été bien étudiées, on a une rapidité des mouvements d'entrée et de sortie qui a augmenté. C'est-à-dire que les gens rentrent, sortent. Il y a un vieux livre d'Hirschman où il parlait de la déception, action publique, bonheur privé, où il parlait des gens qui se lancent dans l'action, puis qui après sont déçus et se replient sur eux. C'est des mouvements qui vont de plus en plus vite. On a de plus en plus vite de l'investissement suivi de désinvestissement. Donc là aussi, on a du champ d'acteurs qui change tout le temps. Et j'ajouterais que la communication est un accélérateur de ça. Parce que la communication, elle fabrique du quart d'heure warholien, évidemment. Ça veut dire le moment où quelqu'un se trouve un peu filmé, mis en évidence, on parle de lui, etc., puis ressort du champ. Et la communication, elle a besoin d'aller chercher l'opinion, d'aller chercher ceux qui ne viendraient pas. Et puis elle va les chercher, puis ils repartent. Et donc, on pourrait développer ça longtemps, mais on est très, très largement dans un monde où le système d'acteurs change tout le temps. Alors, on le voit un peu moins si on ne parle que du plus institutionnel, du plus lié aux autorités publiques, etc. Mais tout ce terreau dans lequel s'enracinent, c'est pas une belle image, mais dans lequel s'enracinent les acteurs publics, tout ce terreau, il est tout le temps en train de vibrionner, tout le temps en train de bouger. Et même dans la sphère publique, on voit quand même un mouvement des acteurs qui n'est pas négligeable. Ça fabrique de l'incertitude. De la même manière,
je dirais que l'usage fabrique de l'incertitude. Les usages de la ville fabriquent de l'incertitude. Je vais dire 2 mots d'une étude que nous avons menée dans le cadre de l'Atelier du Grand Paris sur une partie du territoire de l'Essonne. L'agence de Villers avait d'abord fabriqué toute une analyse de l'Île-de-France à partir des relations domicile-travail qui permettaient de repérer des zones dans lesquelles le domicile-travail est plus court et où on peut imaginer qu'il y a une espèce d'autonomie, pour dire ça un peu simplement, il faudrait développer beaucoup plus longtemps, mais une espèce d'autonomie du territoire, pour dire ça très grossièrement. Et on est allé dans ce coin d'Essonne, le CESO, pour compléter ce travail par une étude qualitative sur la territorialisation des modes de vie. Comment les gens organisent leur mode de vie. Et on s'est très vite rendu compte, mais on a juste, dans le fond, confirmé quelque chose qu'on sait déjà, mais on s'est très vite rendu compte que dans la classe moyenne, certes, mais dans tous les milieux, en fait, chaque unité de vie, individu ou unité familiale, organise son mode de vie de façon spécifique, avec son territoire spécifique. C'est-à-dire que, certes, les modes de vie se ressemblent, c'est-à-dire ce qu'écrivait Bourdieu dans les années 80 à propos de la société des années 60, c'est-à-dire la distinction, ça existe encore. Ça existe encore, mais c'est de moins en moins suffisant pour comprendre le mode de vie des gens. Ça n'en est plus qu'un élément de compréhension. Et on a au contraire une diversité de fabrication des modes de vie. Alors, c'est des choses qui se recouvrent, mais ça ne fait que se recouvrir partiellement. À partir de là, on a à la fois, sur le plan de la compréhension du mode de vie et sur le plan de son inscription dans des territoires, des grandes zones d'incertitude. Des zones où là, ça ne se recouvre pas bien, on a une diversité de comportements, on a une diversité d'usage de l'espace, etc., etc. Et donc, on voit bien, à partir de cet exemple que j'évoque rapidement, on voit bien qu'il y a, par les usages, de l'incertitude urbaine qui se fabrique. Alors, si j'avais un peu de temps, je développerais un élément qui est assez intéressant à mon sens, qui est la dimension expérientielle des usages. C'est un mot de marketing, mais c'est un mot de marketing qui n'est pas sans intérêt. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte, et ça marche aussi bien dans l'industrie du luxe que dans des choses beaucoup plus modestes comme le placemaking pratiqué par un certain nombre de producteurs urbains. Le placemaking, ça se fait, allez à Mons, vous voyez la place centrale de Mons, c'est du placemaking. L'idée, c'est que l'usage de la ville devienne, pour l'individu qui a cet usage, devienne une expérience unique. Devienne une expérience unique, une expérience à nul autre pareil et qui ne sera pas celle d'un autre. Bon, à partir de quoi? Quand on fabrique ça, qui est la chose la plus difficile à comprendre, en plus, qu'est-ce que c'est que l'expérience unique? Qu'est-ce que c'est que l'expérience qu'on a soi, que les autres n'ont pas, etc. C'est exactement le même problème que la définition de la qualité de la vie. L'OMS a été très sage et a défini la qualité de la vie comme une perception. Eh bien, le caractère expérientiel de l'usage de la ville, c'est pareil, c'est des perceptions très individualisées. Mais quand on veut fabriquer de l'expérientiel, et quand il y a des gens qui ont envie de cela, c'est terriblement générateur d'incertitude. Dans la mesure où l'expérience, la fabrication d'une expérience individuelle, c'est incommensurable. C'est incommensurable, on ne sait pas ce que ça donne chez le voisin. Et donc, on peut avoir dans un même espace des perceptions de ce qu'on est en train de faire qui soient totalement différentes et qui ne se comprennent pas. Alors, on pourrait encore prendre d'autres exemples et insister sur le fait que les usages eux-mêmes fabriquent de l'incertitude.
Pas seulement parce qu'ils sont différents, mais pour les raisons que je viens d'essayer d'expliquer en quelques minutes.